Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Alors un webinaire qui s'intitule Désengagement, absentéisme, turnover, comment casser le cercle vicieux. Et pour m'accompagner ce matin autour de ces sujets, je reçois Thomas Cornet. Bonjour Thomas. Bonjour Christophe. Thomas, je te laisse te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Thomas Cornet. Je suis le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Witifit, que j'ai créée maintenant il y a un peu plus de 9 ans, dans le cadre d'un partenariat public-privé avec un CHU, le CHU de Clermont-Ferrand, et qui, depuis maintenant un peu plus d'1 an, fait partie du vaisseau amiral Cégide, puisque Cégide a racheté la plateforme il y a 1 an maintenant. Voilà. Ça marche. Avant qu'on démarre ce webinaire, tu vas peut-être nous représenter un peu ce que propose Cégide en termes de solutions RH aujourd'hui. Alors, ça permettra en tout cas de positionner, de comprendre un peu le pourquoi du comment. Comment d'une start-up on rentre dans un gros groupe. En fait, Cégide aujourd'hui, c'est en suivant les horizons, soit c'est une boîte de foot sponsorisée par Jean-Michel Aulas, soit c'est un éditeur comptable. On sait moins que c'est un éditeur en fait qui a grossi. Donc, historiquement, effectivement, c'est une boîte au niveau de la comptabilité qui a été montée par Jean-Michel Aulas, qui est devenu célèbre par son club de foot, l'OL, mais pas que, et qui a cédé ses parts à un fonds d'investissement il y a maintenant 8 ans, je crois, grosso modo. Et lors de la session, donc petit à petit, l'offre globale s'est largement élargie, puisqu'en 8 ans, la partie donc HCM, Human Capital Management, donc toute la partie RH, représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires du groupe, avec, comme vous le voyez, plusieurs briques, on appelle ça la pizza en interne, plusieurs parts de pizza, sur lesquelles on avait du talent management, du talent acquisition, du learning, la partie payroll, la partie workforce management, et puis il y a maintenant 1 an, s'est greffé donc la brique Voice of Employees, donc la partie voix des collaborateurs, de manière à ce qu'on puisse avoir une offre complète. Et donc Witifit, aujourd'hui qui est devenu Cégide Witifit, va s'intégrer globalement avec ces solutions que vous voyez là, et va pouvoir permettre de compléter la panel de l'offre pour intégrer la notion de la voix de collaborateur, pour servir des processus RH qui sont ô combien précieux aujourd'hui. Voilà. Bon, successivement, c'est ce que c'est. Voilà, c'est pour pas passer le webinaire sur la description de Cégide. Ça mériterait peut-être un peu plus, mais pour comprendre, en tout cas, on voit maintenant ce que c'est. Non, mais c'est intéressant effectivement de voir au global l'ensemble des offres proposées et cette cohérence de solutions RH de suite complète. Alors Voilà. pour revenir à nos moutons, donc on a commencé par un slide qui s'appelle le désengagement, premier pas vers l'absentéisme. Alors, sur ce sujet de l'absentéisme, on a des datas qui sont assez fraîches, puisque Hemming et la G2R ont mené une étude sur leur baromètre annuel, en fait, et on vient d'avoir les résultats. Une petite question à vous poser par rapport à ça, pour voir si vous êtes alignés. Quel est le nombre de jours d'absentéisme moyen par salarié en France en 2022, selon vous? Vous pouvez répondre. 8 jours et demi, 15 jours, 24,5, 32 jours. On est à peu près 70 pour l'instant, un peu plus. Je vous laisse répondre. C'est assez disparate, les réponses. Il y a Laurence qui me dit 32 dans le chat. Allez, il y a à peu près 50 personnes qui ont voté. Donc, selon vous, c'est plutôt 15 jours. La réalité, c'est qu'en moyenne, c'est 24,5 jours d'absence par salarié en moyenne. Alors, ce qu'on constate, c'est effectivement une augmentation par rapport à 2021. Alors, évidemment, il y avait pas mal d'arrêts encore liés au Covid, mais pas que. Il y a également une grande augmentation des arrêts de courte durée, c'est-à-dire entre 4 et 7 jours sur 2022, et puis une augmentation des arrêts de longue durée. 24,5 jours, c'est plus d'1 mois full-time, c'est quand même très significatif, très important.
Alors, évidemment, tout ça, c'est lié à un certain nombre de facteurs et pas qu'à des facteurs de crise sanitaire. Et là, Thomas, je te laisse un peu la parole pour nous expliquer ce que tu entends par désengagement. C'est quoi Ouais, la alors définition de désengagement? Ouais. Alors, pour revenir sur ce sujet qui est un sujet un peu épidermique, hein, c'est un mot gâchette, l'absentéisme, c'est délicat, etc. Donc, j'y vais bien évidemment avec toutes les précautions d'usage et je ne veux froisser personne. Mais aujourd'hui, on sait, je crois globalement, que sur la notion d'absentéisme, il y a une notion d'absentéisme liée à des causes de maladies avérées, etc., qui sont liées à un certain nombre de choses. Et puis qu'il y a un certain nombre de sujets qui aujourd'hui sont plus ténus et sur lesquels on a moins de conviction sur le fait que c'est un absentéisme sur lequel on pourrait finalement lutter parce qu'il y a des causes diverses. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, et donc quand tu donnes cette augmentation-là, on se dit que une fois que la crise sanitaire est un peu derrière nous, alors qu'on augmente a priori le taux d'absentéisme de 2021 sur 2022, hein, on se dit mais qu'est-ce qui génère ça, surtout quand on parle de courte durée et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu délicat. Eh bien, on s'aperçoit dans l'analyse qu'on fait, et on y viendra tout au long de ce webinaire, c'est que euh, aujourd'hui, bien évidemment, lorsque les collaborateurs rentrent dans vos entreprises, ils le font de manière, on va dire, engagée. Ils ont choisi, a priori, le fait de rentrer, ils ont choisi un métier, ils ont des entretiens, ils ont choisi une équipe, ils ont choisi une entité juridique, etc., qui a une histoire plus ou moins courte, etc., en fonction de qui elle est. Et effectivement, on a appelé ça un peu la phase de lune de miel. Donc, pour le coup, on vient le matin hyper à fond, on est hyper motivé, etc. Et puis, on peut s'amuser à un petit parallèle un peu avec les relations amoureuses. Alors, heureusement, dans les chiffres qui sont donnés, je pense que la relation professionnelle est plus durable que la relation amoureuse dans les statistiques qui sont données. Mais globalement, on va avoir un sentiment à un moment donné, ce qu'on appelait de désillusion, et sur lequel, par petites touches, il va y avoir des petites déceptions de ci, de là, sur différents registres, différents sujets, etc. On y reviendra. Et qui vont faire en sorte que cette expérience pour laquelle le collaborateur a signé au début, en disant bah, tiens, je m'attends à tel environnement, tel sujet, eh ben, il va venir à prendre des petits coups de canif comme ça, d'abord insidieux, sur lesquels il n'y a pas forcément d'impact, et puis bah, petit à petit, coup de canif par coup de canif, etc., dans le temps, et on verra que c'est quand même multivecteur, hein, donc il y en a un peu de tous les côtés. Eh bien, ça va rentrer, on va rentrer dans une notion petit à petit de désengagement. Et cette notion de désengagement, elle se matérialise par quoi? Elle se matérialise par, parce que la définition va être propre un peu à chacun, mais en revanche, l'impact de ce désengagement, ça va être une baisse de productivité. Ça veut dire que chaque collaborateur va produire moins dans des quantités qui vont bien évidemment lui être propres, entre le moment où il est rentré et le moment où il a pris ses petits coups de canif dans le contrat et qui vont faire de lui quelqu'un qui va être petit à petit un peu déçu. Et ce désengagement, il va pouvoir se prolonger si ça continue par une notion de présentéisme. Donc cette notion de présentéisme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est là, on fait le strict minimum, et puis, on ne va pas plus investir ça en discutant avec les collègues pour créer de l'innovation, de la réactivité, proposer des idées, faire donner un coup de main 2, 3 soirs de suite parce qu'à un moment donné, il y a un coup de bourre, etc. Et ce qui va entraîner soit deux choses et qui, in fine, vont avoir des impacts différents, mais ô combien précieux pour l'entreprise. Soit on va avoir ce phénomène de quiet quitting, ou ce qu'on appelle de conscious quitting, c'est-à-dire que je quitte consciemment, c'est-à-dire je sais que je quitte quelque chose, mais j'en peux plus, je veux plus, ou alors je ne dis pas pourquoi je m'en vais, et puis je vais trouver un autre sujet. Donc ça veut devenir un petit peu compliqué. Ou bien alors la personne va rester parce que pour le coup, elle n'a pas forcément trouvé ce qu'elle veut par ailleurs, etc. Et puis potentiellement peut avoir des notions d'absentéisme, plus ou moins à répétition. Et on sait qu'aujourd'hui, pour les entreprises, ce qui est assez compliqué, c'est cet absentéisme à faible échelle et à répétition qui fait que on ne peut pas remplacer. On est obligé de subir cette notion de désorganisation, à la fois au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau de l'entreprise. Et bien évidemment,
ça va conduire à des pertes de productivité parce que c'est à la fois pour l'individu, mais pour ce qui l'entoure. Et ce sujet-là, que j'ai décrit de manière un peu individuelle, eh bien, en fait, il a deux impacts forts. C'est que le premier, quand je me désengage et donc je suis moins motivé, etc., effectivement, je vais rentrer dans une spirale infernale qui, si elle n'est pas inversée, va conduire vers de l'absentéisme, du turnover ou de la démission. Donc, c'est trois vecteurs qui vont de toute façon engageants pour l'entreprise parce qu'il faudra compenser potentiellement la personne qui est partie. Et de deux, à la limite, quand une personne part, elle part. Donc, entre les deux mots, c'est le moindre mal, parce qu'on peut remplacer et ainsi de suite. Mais quand on est effectivement plutôt sur de l'absentéisme et qu'on voit du désengagement, ça peut être viral. Et ça veut dire que ça peut contaminer un petit peu les gens qui sont à côté. Il y a toujours des collègues avec lesquels on s'entend mieux, avec lesquels on a plus d'empathie, avec lesquels on partage et ainsi de suite. Et on va partager ces niveaux de ressenti qui, pour le coup, pour peu qu'on ait des éléments un petit peu partagés avec ses collègues, eh ben, ça va prendre une ampleur de plus en plus importante. Donc, quand je vous dis ça, vous avez l'impression que je vous décris un tableau noir et que c'est l'enfer, sauf que mécaniquement, et merci Christophe pour avoir introduit avec ces chiffres, mécaniquement, il ne faut pas se voiler la face, l'absentéisme augmente. On sait que les turnovers augmentent et ainsi de suite. Donc il y a un véritable sujet aujourd'hui qui est constaté, qui fait que cette notion de désengagement peut avoir des conséquences encore plus lourdes. Donc déjà, c'est cette notion de manque de productivité et puis potentiellement vers de l'absentéisme ou du remplacement, bien évidemment, de collaborateurs. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut pouvoir aujourd'hui anticiper, travailler, parce que c'est lourd de conséquences. Ouais, sachant qu'en plus, le contexte est très, très défavorable en matière d'absentéisme. Hein, ce n'est pas uniquement lié aujourd'hui à du désengagement. Tu as aussi le phénomène des téléconsultations qui ont boosté les arrêts maladie. Et d'ailleurs, le législateur, là, va modifier la règle. Hein. Je crois qu'à partir de 2024, les médecins en téléconsultation n'auront pas le droit de donner un arrêt supérieur à 3 jours. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des dérives où tu es arrêté une semaine ou 10 jours pour un rhume en téléconsultation. Donc tout ça, ça booste aussi ce phénomène et ça aggrave la situation en entreprise. Par rapport au turnover, j'avais une question à poser à nos participants pour rebondir. Petit sondage, dans votre entreprise, aujourd'hui, quel est à peu près le taux, selon vous, le pourcentage de turnover ? Je vous laisse encore 2-3 secondes pour voter. Je n'ai pas les chiffres en Europe. C'est Mariam qui me demande si cette augmentation est spécifique à la France. Je n'ai pas les datas hors France. Alors, selon vous, dans votre entreprise, vous êtes plutôt pas mal. Hein. Il y a quand même 25% qui me dit moins de 10% de turnover. Il faut savoir que le turnover, en fait, quand on est entre 0 et 5, on considère que c'est un très bon turnover. Entre 5 et 15, c'est un peu plus complexe. Et puis, au-delà de 15, ça devient vraiment problématique pour l'entreprise. Les chiffres qu'on a aujourd'hui concernant le turnover en France. Alors, je reprends les chiffres. Alors, on se base pour l'instant uniquement sur les chiffres 2021 de l'INSEE, puisqu'on n'a pas encore les datas de 2022. Mais en France, la moyenne de turnover, c'est 15% en 2021. Donc, c'est déjà pas mal. Il y a fort à parier qu'en 2022, on est 5 à 10 points de plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans certains secteurs les niveaux de turnover, c'est assez hallucinant. Je regardais par exemple dans le secteur du service à la personne, on est à 70% de turnover. Dans la restauration, on est à 44%. Dans les ESN, on est à 25%. Dans la tech en général, on est à plus de 30%. Donc il y a vraiment des secteurs qui sont très très fortement impactés. Et puis pas qu'en France. Là, pour le coup, je lisais un article par exemple qui concernait le turnover chez Amazon. Chez Amazon, le turnover est de 130%. Pour vous donner un exemple.
Dans les entrepôts, le turnover est de 130%. Donc, on a, là, on peut imaginer, Thomas, qu'à 130% de turnover, l'engagement est en dessous de la barre des zéros. Il y a moins 130%, c'est le corollaire. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça. Hein. Donc, ces notions-là, de toute façon, quand on voit ces notions de turnover, alors, j'allais dire, à un moment donné, le turnover, il est propre à des secteurs. Il a toujours été différent d'un secteur à un autre, hein, ça c'est évident. En revanche, je crois que le constat commun, c'est quels que soient les secteurs, le pourcentage de turnover a augmenté. C'est-à-dire que je sois dans un secteur qui était plutôt protégé ou un secteur qui l'était moins, il y a effectivement une envolée de cette notion de turnover qui a pour le coup un impact énorme. Alors, ces notions de turnover, elles peuvent être liées à plein de choses. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi je m'en vais, pourquoi je me désengage, pourquoi je m'en vais, ça peut être, on l'a vu, je vais donner un exemple. Alors, c'est un exemple très concret qu'on a tout de suite eu post-Covid. C'était dans la restauration, où à un moment donné, il n'y avait plus de garçons de café, etc. Il n'y avait plus de personnes pour le service. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une prise de recul sur pourquoi faire ce boulot dur, compliqué, avec lequel on me parle mal. C'est des relations qui sont tendues, des horaires incroyables, etc. Pour quelque part une misère, entre guillemets, par rapport à ces sujets. Et donc, il y a eu une véritable repli individuel sur nous en disant, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que ma vie, c'est ça ? Et ça, finalement, quels que soient les secteurs d'activité, on l'a eu. Il y a eu cette prise de conscience de comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux faire. Et on n'a jamais eu autant de reconversion dans des métiers, de changements, voire de démissions sans poste à côté, etc., pour se dire, à un moment donné, je veux me préserver parce que tel que je vis aujourd'hui, je vais dans le mur. Donc, il y a des sujets comme ça. Et quand on regarde, par exemple, d'autres secteurs qui sont plus privilégiés, sur lesquels, par exemple, les ESN, c'est un très bon exemple. ESN, ça va. C'est les SS2I ou les cabinets de conseil, on peut dire, hein, sur ces sujets-là. C'est des gens qui sont, alors, pour faire la différence, col bleu, qui sont plutôt bien payés, qui ont des métiers plutôt intéressants, etc. Enfin, mais il y a une pression telle qu'il n'y avait plus l'envie de gagner cet argent-là, de faire ces métiers-là aussi intéressants soient-ils par rapport à d'autres, etc., entre guillemets, parce qu'il y avait une prise de recul en disant mais à quoi ça me sert ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que ça porte ? Qu'est-ce que ça va me redonner pour le futur ? Etc., etc. Et puis toutes ces considérations qu'on a au niveau humain, qui aujourd'hui se traduisent 100% dans la génération Z, hein, avec beaucoup plus de capacité à parler des sujets compliqués, le stress, la retraite, etc. On veut repartir du monde du travail plutôt en bonne santé qu'en mésanté. Donc derrière, on se dit il faut se préserver, etc. Et tout ça, ça va passer par cette adéquation qu'on peut avoir entre des valeurs d'entreprise, une organisation, un niveau de reconnaissance, un niveau de partage, un niveau de, etc., qui vont faire que les collaborateurs, les collaboratrices vont se dire qu'est-ce que je suis prêt à faire pour devenir qui je veux être demain. Et donc, dans cette projection-là, ça veut dire que ça vient percuter définitivement, on va dire, l'offre RH de l'entreprise, c'est-à-dire quel type de poste pour quelle évolution, pour quelle rétribution, mais pas que, parce que la rétribution, effectivement, c'est un élément important. On voit que la notion des individuels reprend un peu de sens, hein, c'est-à-dire qu'on veut effectivement un bon salaire, on veut un bon poste, on veut dans une entreprise qui soit en vue, etc. Mais il y a eu une prise en compte globalement, intrinsèquement dans chacun d'entre nous, le fait de se dire, dans mon poste aujourd'hui, je suis plus prêt à tout. Voilà. Et je n'irai pas dans ces niveaux de tension que je connaissais avant. Et ça va passer par exemple, quand on regarde le télétravail, on est passé de, avant la Covid, 0 télétravail, on est monté à plein de télétravail et on revient à, on va dire, quelque chose de, je vais appeler de plus raisonnable en termes de télétravail. Et on va avoir, suivant les métiers, suivant les secteurs, 1, 2, 3 jours de télétravail. Mais le full télétravail, on est revenu en arrière, mais on est obligé d'en donner malgré tout parce que ça fait partie des considérations, et ainsi de suite. Et donc, ces éléments-là, ils sont lourds de conséquences pour les entreprises parce que, on en parlait un petit peu avec Christophe là, tout à l'heure, c'est que si je prends par exemple le métier des commerciaux, on se dit, tiens, il y a du turnover, ça change, etc.
Mais entre-temps, le temps de les recruter, de les garder, etc., c'est, pour ceux qui connaissent un peu ces sujets-là, c'est autant de quotas commerciaux qui ne sont pas distribués. Et donc, bien évidemment, pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise, etc., c'est quand même quelque part très dur. Si on prend au niveau marketing des personnes qui s'en vont et qu'on n'arrive pas à remplacer ou qu'il n'y a pas de production, c'est autant d'événements qui ne vont pas générer les leads commerciaux ou l'image qui est attendue pour ces sujets. Si on prend dans la capacité de production, et on se dit, par exemple, je prends les entrepôts d'Amazon, si je manque de caristes, de logisticiens ou ainsi de suite, c'est autant de camions qui ne se déchargent pas, de production qui arrive en retard, etc., et de dégradation de services. Donc on voit que tous ces sujets-là, quels que soient les métiers, ils sont hyper importants parce qu'ils vont générer Je finalement… rebondis sur ce que tu dis, la dégradation de service, Thomas, mais j'imagine que tu l'as constaté comme moi. Depuis 12-18 mois, tu vas dans des restos, des hôtels. Enfin, le service est quand même ultra dégradé aujourd'hui. Ouais. Je suis d'accord, c'est que je l'ai même vécu. Je suis allé la semaine dernière au Canada. J'étais dans un hôtel tout à fait correct, hein, même plutôt bien. Eh bien, le niveau de réception, c'est plus ça. Et on se dit, mais en fait, tiens, c'est marrant. J'ai beau payer un prix plutôt généreux, eh ben, le retour, l'interface du client, elle est moyen, quoi. Mais parce qu'ils sont confrontés à ce niveau de désengagement, de démission, etc. Et ils sont obligés de remettre avec des personnes qui sont moins qualifiées. Et c'est ce qui se passe aussi, quels que soient les métiers, on restaffe avec des personnes moins qualifiées et moins de considération par rapport au service, et ainsi de suite. C'est clair. Mais certainement pour d'autres raisons au Canada, parce que tu vois, on a fait une étude là pour voir un peu quelles étaient les priorités des collaborateurs en termes d'expérience collaborateur. C'est quand même la rémunération qui arrive en premier, la flexibilité du travail en deux, ensuite possibilité d'évolution dans l'entreprise, relation avec management et sens au travail. Ça, c'est valable pour la France, où on travaille 35 heures avec 5 à 8 semaines de congés par an. Le Canada, si je ne me trompe pas, les horaires, on finit plutôt vers 16 heures, mais on a 2 semaines de vacances par an. C'est ça. Les rythmes sont effectivement, on a suivant les pays, on va dire que la législation du travail ou l'organisation du travail, tout la même chose. Voilà, il n'y a pas les mêmes amplitudes ou les mêmes intensités, etc. Et donc, ça va créer des sujets complètement différents. On sait aujourd'hui par rapport au système de retraite, par exemple, je ne sais plus dans quel pays de nordique, mais en Finlande ou en Norvège, je ne me rappelle plus, on est déjà à 67 ans. Mais effectivement, comme tu le disais par rapport au Canada, c'est qu'on arrête de travailler à 16h30, 17h maximum. On commence classiquement à 9h, 9h30, et ça nous permet effectivement d'avoir une tension quotidienne qui est plus légère et qui nous permet de supporter effectivement le travail plus longtemps. C'est l'équilibre qu'a trouvé effectivement cette nation, donc je ne sais plus laquelle, hein, et on voit bien que pour le coup, eh bien, l'entreprise s'est adaptée au niveau de la charge, au niveau de la quantité, peut-être au niveau des rémunérations et ainsi de suite, pour que derrière, ça combine bien avec les attentes des collaborateurs au niveau sociologique, mais après en fonction des individualités aussi, ou en tout cas des aspirations des uns et des autres. On avait une petite question à vous poser quand même, avant de continuer, sur les motifs, justement, les causes de désengagement dans l'entreprise. Selon vous, c'est quoi, s'il y avait une cause principale de désengagement dans votre entreprise, ça serait laquelle? Si vous pouvez nous répondre dans le chat. Perte de motivation, conditions de travail, perte de sens, charge de travail, manque de reconnaissance, perte de sens. Ça veut dire quoi, perte de sens? Parce que il y a 2 ans, on nous parlait de sens au travail, fallait faire de la RSE, du machin, du truc. Et puis aujourd'hui, on se rend bien compte que le sens au travail, c'est quelque chose qui est très individuel. Mauvaise confiance en l'avenir, ouais, ça c'est intéressant. Désillusion, manque de reconnaissance, salaire, manque de reconnaissance, volume de travail, absence de reconnaissance, ça revient pas mal quand même, hein. Manque de reconnaissance et de mobilité, manque de considération, ambiance, micromanagement, manque de reconnaissance, charge de travail, stress,
Management, charge de travail, management. Bon, les classiques, en fait. Thomas. Ouais, on est aujourd'hui de toute manière, la nature n'aime pas le vide. Donc, à partir du moment où je vais avoir des tensions, je voyais dans un commentaire là, qui passait que ceux qui effectivement étaient soit en arrêt, soit en absence, soit partaient et qui n'étaient pas remplacés pour le coup sur cette métrique-là, eh ben, ça donne autant de charges sur les autres qui, à un moment donné, se retrouvent 10, 20, 30% de plus en termes de charges et ainsi de suite. Et ça va créer, bien évidemment, ce sujet. Donc, quand on vit ça dans un quotidien, ça va effectivement travailler sur ces leviers-là. Et là où... alors c'est là où les choses aussi évoluent, c'est que en tout cas dans les causalités, ce qui est intéressant de voir, et c'est là où je me dis qu'on a bien fait de monter ça avec un CHU en amont, c'est qu'on a décidé de travailler justement et de voir maintenant qu'on avait pas mal de data, comment les choses étaient corrélées entre la notion justement d'absentéisme et la notion de qualité de vie au travail qui est multivectorielle, etc. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que chaque entreprise a, par rapport à sa culture, par rapport à son métier, par rapport à son ADN propre, etc., va avoir des leviers différents. On a fait plusieurs expériences aujourd'hui avec plusieurs entreprises de clientes qui nous ont transmis en parallèle de leur, bien évidemment, de la donnée qu'on a sur nos plateformes, des données socio-économiques comme l'absentéisme. Et on a vu qu'il y avait une corrélation qui existait, bien évidemment, inversée, c'est-à-dire que plus effectivement l'une augmentait, l'autre descendait. C'est-à-dire plus effectivement j'avais une notion de satisfaction et mon cadre était bon, plus effectivement la notion d'absentéisme diminuait. Mais ça avec des priorités et des axes qui étaient différents, non seulement dans l'entreprise, mais par équipe. C'est là où ça devient ténu et c'est là où il y a un enjeu pour l'entreprise dans sa façon de gérer, etc. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles fixes, il y a des règles qui évoluent et au sein même, on va dire, d'un environnement a priori commun, c'est-à-dire une entreprise, même et qui plus est si elle était unicite, eh bien, dans les équipes, on va avoir des leviers, des façons de faire qui vont évoluer. D'accord ? Parce que justement, les causalités, les interventions, les besoins vont être différents d'une équipe à une autre en fonction de ce qu'elle vit. Et donc, là-dessus, il n'y a pas de, comme on dit ça, on n'est pas obligé aujourd'hui de subir ces éléments-là. On peut très concrètement travailler dessus, les anticiper et venir trouver effectivement des solutions par rapport à ça. Mais effectivement, le multicanal, c'est quelque chose qui complexifie la donne, mais une fois de plus, il y a quand même heureusement des solutions pour. Moi, dans une étude qu'on a fait récemment, on a demandé comment les entreprises évaluaient les risques de départ. Déjà, il n'y a qu'un tiers des boîtes qui évaluent les risques de départ de leurs collaborateurs réellement avec un process identifié. Et puis, le gros problème aujourd'hui dans les practices RH, ce qui va renforcer la nécessité d'utiliser ta solution, c'est que 63% des RH nous répondent que pour mesurer le risque de départ, l'outil utilisé en interne, c'est l'entretien d'évaluation annuelle. Sauf que l'entretien d'évaluation annuelle a lieu une fois par an. Donc, en fait, en 12 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, ils nous répondent, oui, mais à côté, on a les retours informels des managers. Mais est-ce que le collaborateur va s'exprimer librement et dire ce qu'il pense réellement à son manager? C'est un autre sujet. Mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les RH travaillent avec un bandeau, en fait, complètement à l'aveugle. C'est la première information que tu donnais sur lesquelles on rebondit, c'est que si on n'a pas de mesure et si on n'a pas le feedback adéquat, on est effectivement complètement en aveugle. Et aujourd'hui, se dire que je vais récolter les feedbacks de mes collaborateurs pour permettre de bien comprendre leurs besoins et leurs attentes, qui en plus vont être différents d'une équipe à l'autre, qui en plus vont évoluer dans le temps parce que sociétalement les choses évoluent. C'est-à-dire par exemple, je pense que dans les je ne sais pas si c'est 2-3 ans, si c'est 10 ans, etc. Mais
mon avis, c'est que, par exemple, un outil comme ChatGPT va venir de plus en plus dans les entreprises. Ça va créer des nouvelles façons de faire, etc. Et ça va créer d'autant plus de sujets d'inquiétude, etc., sur les métiers, les collaborateurs, et ainsi de suite. Et donc, ces sujets-là, il faut pouvoir les anticiper. Et on ne peut gérer que ce qu'on mesure. Donc, à un moment donné, faire l'économie de la mesure, l'économie de ces prises en compte et de pouvoir le retransmettre et le travailler en interne dans l'entreprise, c'est inévitablement, petit à petit, pour nous en tout cas, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que derrière, on ne peut pas agir. On ne peut pas agir. Quand tu dis qu'à un moment donné, il n'y a que 30% des entreprises qui se demandent pourquoi les gens les quittent, c'est quand même quelque part, c'est quand même une aberration. Dire, si je ne sais pas, je ne peux pas corriger. Donc, je vais maintenir quelque chose comme ça. Et puis, au mieux, pardon, j'aurai Radio Moquette, c'est les fameux retours du terrain, des managers, etc. Mais sur des personnes qui vont s'exprimer parce que finalement, elles ont envie de le faire. Mais les personnes qui sont désengagées, les fameux syndromes de quiet quitting, etc., c'est des personnes qui ne veulent plus parler, qui ont été in fine déçues par la relation, qui ne le disent pas, bien évidemment, qui ne le disent pas forcément, ou alors qui vont le dire de manière tellement véhémente que ça ne va pas être forcément le bon sujet. Et donc, l'entreprise ne va pas avoir les bonnes causalités, on ne va pas pouvoir corriger. Donc, cette notion de pouvoir effectivement comprendre ce que se passe réellement, c'est plus un nice to have, quoi. Il faut l'avoir parce que sans ça, je ne bouge pas, je ne corrige pas. Ouais. Et surtout qu'il y en a dans l'étude, là, il y en a 28% qui nous disent on analyse l'absentéisme pour en déduire les risques de départ. Donc en fait, ils analysent les datas existantes pour se dire ah bah tiens, si on a tant d'absentéisme, potentiellement ça veut dire que. Mais du coup, ils ne remontent jamais à la cause. Oui, c'est-à-dire que la notion effectivement de qu'est-ce qui génère ce départ-là, on l'a pas. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas corriger. On ne peut pas dire je m'adapte et je fais en sorte que cette science molle, qui est la science humaine, qui nous régit tous dans un monde professionnel, eh bien, on puisse en prendre en compte pour le faire. Je vois les commentaires là sur justement l'identification des risques de départ, etc. C'est très bien. Franchement, c'est bien. C'est déjà un bon point de départ. Mais ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que la photo, maintenant, c'est dépassé. Il faut passer à la vidéo. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre qu'à un instant T et puis se dire je limite après la prise de contact ou les échéances, etc. Il faut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus continu. On voit bien aujourd'hui, vous voyez bien aujourd'hui que nos métiers vont à une vitesse de dingue. Ça évolue en permanence. Et donc, si on ne prenait qu'une photo des choses qu'on fait, on en louperait un maximum. Et ça se trouve, on va partir de là, on va monter, on va redescendre, et la photo, on sera au même endroit. Sauf qu'on sera quand même passé par des hauts ou par des bas, et si par le bas, je veux pouvoir l'anticiper, je l'aurais peut-être pas vu. Ou alors, au pire, je continue de baisser, ou alors, au mieux, je vais continuer à monter. Mais voilà. Et même se dire, ce qui se passe bien, je peux capitaliser dessus et le diffuser par ailleurs, c'est aussi un axe de rétention qui est énorme. D'autant qu'aujourd'hui, en fait, on a deux problématiques. On parle, en fait, on prend toujours le problème que d'un côté, que du côté salarié, en se disant on a du désengagement. Pourquoi? Parce que les salariés ici, mais en fait, il n'y a pas que ça. Tu as aussi le phénomène d'accélération de l'économie, d'accélération de la transformation des entreprises. La personne qui est rentrée dans une boîte en 2019, qui est encore en poste aujourd'hui dans la même boîte, mais c'est probablement plus du tout la même boîte en 2023. Parce que entre 2019 et 2023, on a eu des phénomènes de transformation même très radicaux dans les entreprises. Donc de toute façon, il y a aussi la question à se poser de certaines entreprises n'ont peut-être même pas envie d'engager. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, les gens qui ont été recrutés à un instant T ne correspondent peut-être plus à la nouvelle finalité de l'entreprise 3 ans après. On a aussi cette dimension. Donc, courir en permanence après l'engagement, c'est peut-être pas la solution. C'est OK, on veut engager les salariés, mais pourquoi en fait? Pour quelle stratégie? C'est très corrélé en fait. La notion de toute façon liée à la fin sur le turnover,
entre guillemets, avoir du sang neuf dans une équipe, c'est toujours bon. On a d'autres visions, on apporte d'autres compétences, on va croiser, etc. Donc, si j'ai le même effectif sur 50 ans, effectivement, c'est un peu la mort du petit cheval, hein, parce que les technos évoluent, les métiers évoluent, et ainsi de suite. Donc, ça c'est bien. Mais comme tu le disais, la notion de transformation, alors déjà, la notion de recrutement, etc., ça coûte, donc ça a un coût pour l'entreprise. On a des situations aujourd'hui auxquelles doivent faire face les entreprises qui sont les tensions sur un certain nombre de métiers et sur lesquels, malgré tout, il y a un enjeu pour le coup de rétention d'un certain nombre de salariés, même si derrière la notion de turnover a du bon. Mais c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un turnover, entre guillemets, maîtrisé. Quand tu posais la question du taux de turnover entre 0 et 10, 10, 20 et plus de 20, d'accord, il y a des secteurs, quand on est par exemple, je crois que dans le secteur des ESN, on est à 25%, d'accord. Ça veut dire que globalement, tous les 4 ans, l'entreprise a changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de collaborateurs, donc les méthodes, les savoir-faire, l'historique des clients, etc., il est parti. Et il est parti, comme j'ai fait partie du conseil, il est parti, et la connaissance du client, on la donne à d'autres. On dit, bah, tiens, voilà ce qui se passe, etc. Donc, on transfère aussi des éléments qui sont hyper importants. Donc, le but du jeu, c'est, in fine, c'est pas de dire, je vais passer d'un turnover de 25% à 5%. C'est dans un secteur où c'est quasi impossible, je pense, par exemple, si je prends la partie du conseil. En revanche, se dire, je vais le baisser de 5-6 points, parce que derrière, je vais capitaliser un peu plus, et puis ça va rentrer dans une culture et un mindset qui fait que je vais montrer ce que je sais faire en interne, et ça va donner une culture, une image, et ainsi de suite. C'est tous les éléments qui vont faire que ça va évoluer dans, effectivement, la véritable image et les valeurs de l'entreprise. On sait que les valeurs, c'est pas ce que je décrète, c'est ce que je suis, c'est ce que je pratique, etc. Et donc, à un moment donné, ça va se savoir, ça va se faire, c'est un travail de plus longue haleine, mais il faut toujours le démarrer à un moment, ce travail. Donc, il faut toujours rentrer dans une lecture et ensuite apporter petit à petit, petite brique par petite brique, un certain nombre d'éléments pour le faire. Ça nous amène à comment prévenir ce désengagement. C'est quoi la bonne façon de faire? Alors, je crois que je vais peut-être renfoncer la palissade parce que le sujet de l'engagement, etc., c'est des éléments qu'on a déjà vus. En revanche, c'est le bon sens paysan et très, très sincèrement, en dehors des derniers éléments que je vais vous donner, il n'y a pas mieux aujourd'hui pour le faire. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs avec Witifit ou sans Witifit, hein, c'est la notion de j'évalue, je suis capable d'analyser et ensuite je mets en place des plans d'action. Effectivement, c'est la méthodologie que toute entreprise doit pouvoir mettre en place. D'accord ? Alors, je vais quand même vous donner des vrais tips sur le sujet. Cette notion d'évaluation, il faut pouvoir capter une information pertinente. Si vous posez des questions, vous avez des réponses, bah vous allez poser des questions, vous aurez des réponses. Est-ce que vous aurez une capacité de pouvoir analyser véritablement les réponses que vous avez obtenues? Ça va être compliqué parce que pour le coup, vous allez avoir une myriade de réponses. Et donc, pour faire le vrai du faux, ce qui a du poids, pas du poids, etc., ça va être compliqué. Donc, la méthode d'évaluation, elle a véritablement un sens. D'accord ? Et donc là, je vais effectivement faire la promotion de Beautifit, mais la méthodologie qu'on a mis en place avec le CHU en entonnoir qui fait, et ça rejoint, c'est marrant que tu l'aies dit tout à l'heure, parce qu'on ne s'est pas du tout parlé de ça, mais on va capter une conséquence et on va remonter aux causes. Ouais. Donc à un moment donné, on veut savoir pourquoi ça génère du positif ou du négatif. Qu'est-ce qui génère ce positif ou ce négatif, d'accord ? Et la façon de poser, l'arborescence des questions et la méthodologie de poser les questions, elle est très importante. Souvent, ce qu'opposent les RH à ces solutions, hein, comme Witifit, c'est de dire bah, c'est génial, mais on n'a pas le temps de faire un plan d'action derrière, ou on n'a pas les budgets derrière pour agir. En fait, il y a un mélange des genres. Souvent, on se dit, bah, tiens, si on sonde, bah, évidemment, s'il n'y a pas d'action derrière, ça va faire un flop. Mais pour autant, les actions à mener derrière ne nécessitent pas des millions d'euros de mise en œuvre. Des fois, ça va être un ajustement d'une posture managériale. C'est de ça dont on parle. On est dans un ajustement sur mesure. Alors,
Pas que, mais je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la notion de ce qu'on a dit, c'est-à-dire dans les grosses causes qui ont été énoncées par les personnes qui nous écoutent, si on prend par exemple la charge de travail, si on prend le salaire et si on prend l'ambiance, d'accord? Sur le niveau d'ambiance, par exemple, je vais prendre celui-ci, mettre en place des rituels pour que effectivement on discute, on échange, ça se passe, etc. Ça va être plus rapide que la notion effectivement de salaire entre guillemets, parce que là le salaire, il faut avoir une politique, des benchmarks et les expliquer. Donc là, on va passer beaucoup plus par de la communication et expliquer la politique de salariale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une politique salariale, ça s'explique. Pourquoi aujourd'hui on paye tant? Eh bien, on peut le faire. On a des clients qui ont justement travaillé sur ces retours-là pour expliciter la politique salariale et qui ont expliqué, voilà, la philosophie de notre entreprise, c'est de payer tant pour tel et tel type de raison. Si on est un petit peu en dessous du marché, voilà les compensations qu'on donne et voilà ce qu'on veut vous donner. Et si on est au-dessus du marché, voilà les compensations qu'on va donner et ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a des notions d'explication. Et sur la notion de charge de travail, on va être sur des éléments un peu plus long terme parce qu'on va être sur des compétences, on va être sur des niveaux de priorisation, on va être sur des niveaux d'effectifs, etc. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on peut avoir du court, du moyen, du long terme. En revanche, pour aller dans ton sens, Christophe, c'est que au global de tout ce qu'on a constaté chez tous nos clients, d'accord, il y en a un peu plus d'une centaine sur le sujet, 80%, 80% des actions qui sont mises en place et qui ont des impacts sont de l'ordre de la communication. C'est-à-dire, ouais, j'explique pourquoi on fait ça. J'explique pourquoi on fait comme ça. J'explique où on veut aller. J'explique. Voilà. Et quand j'explique, ce n'est pas juste « Ah bah Christophe, je t'explique et puis après je m'en vais ». C'est qu'il va y avoir un échange récurrent, on va en parler, on va comprendre. Ça va peut-être donner lieu à des petites adaptations ou des petits trucs comme ça dans l'équipe, dans notre équipe, etc. Mais globalement, je vais passer du temps pour échanger et pour dire voilà ce qu'on poursuit. Et franchement, aujourd'hui, les entreprises, elles ne suivent pas des objectifs pour dire je vais mettre tout le monde par terre, je veux tuer tout le monde au travail, ou ainsi de suite. C'est qu'il y a des réalités socio-économiques qui font que, et sur lesquelles on va aujourd'hui prétendre à des adaptations et on va essayer de s'adapter. C'est-à-dire que pour le coup, les transformations, pourquoi il y en a autant? C'est parce que on tâtonne et qu'il n'y a pas une seule façon de se transformer, et puis il y a des choses qui évoluent, et ainsi de suite. Donc, expliciter effectivement que ce qu'on va faire là, c'est important. Et souvent d'ailleurs, quand les personnes s'en vont, on leur dit, mais l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs, et ça on le sait. On sait qu'à un moment donné, je vais quitter un environnement pour en prendre un autre. Il y aura des carrés d'herbe qui seront plus verts, il y en a d'autres qui seront plus jaunes, et je vais trouver des trucs complètement différents. Donc, c'est important aussi pour les collaborateurs, et c'est pour ça que dans les analyses des retours, c'est important qu'ils puissent prendre la valeur de ce qu'on a. C'est important de se dire qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je veux aussi dans cette entreprise. Et d'avoir ce double échange entre oui, j'ai dit, mais aussi oui, je dois comprendre aussi un certain nombre de choses pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est important. Sur la partie analyse, je viendrai après parce que ça donne un élément important. Sur la partie action, oui, tout le monde dit il faut agir, il faut mettre, voilà, si on veut comprendre c'est bien, agir c'est mieux, c'est très clair. Deux points, il faut agir par petites touches. Vous ne mettez pas un plan Marshall et ne travaillez pas en disant bah, tiens, j'ai vu tous mes points rouges, bam, je balance un plan d'action avec tous mes points rouges. Vous n'y arriverez pas parce que c'est pas que vous n'êtes pas compétent, c'est que ça donnera une charge de plus et on sait qu'on est déjà jusqu'ici. Donc se mettre une brouette de plus d'action, ça ne sert à rien. En revanche, par petites touches et avec justement une fréquence qui fait que ça donne confiance, on montre qu'on avance et que petit à petit on a envie de progresser, c'est beaucoup plus impactant parce que ça va agir sur le subconscient de vos collaborateurs qui vont voir que concrètement vous voulez bouger les choses pour eux. Voilà. Donc ça c'est, et ne sous-estimez pas le subconscient des gens en disant ah oui ça bouge, ah ça me donne, et on communique, on me donne des éléments et effectivement j'ai des preuves par A plus B. D'accord? Donc donc il vaut mieux des petites preuves et des moyennes preuves qu'une seule grosse preuve qui n'arrivera que plus tard et sur laquelle finalement il y a plein de gens qui vont partir. Bon. Sur la notion d'analyse, je voulais y revenir parce que c'est important aussi. Aujourd'hui, ce que vous êtes en droit d'attendre des outils, c'est qu'ils puissent vous donner véritablement une lecture de ces éléments-là à quelque chose de fin. Et donc, le fait d'avoir monté, nous, pour le coup, un modèle scientifique,
ça fait qu'aujourd'hui, quand on analyse, on va analyser la pertinence des idées, la pertinence des audiences, la pertinence des priorités. Ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise note que la priorité est importante. Non, on retravaille justement sous forme d'algorithmie ce qui est important parce qu'il y a des études d'impact à la maille des équipes qui font que chacun va avoir ses leviers. Et donc, ces éléments-là vont être hyper importants. Bon, je m'arrête là parce que pour le coup, je vois qu'il est 45 déjà. Et ouais. Ça va vite. Mais voilà, ces éléments-là, ils sont hyper importants. On voit plein de choses, mais soyez interrogatif de ce que vous avez pour avoir quelque chose qui vous sert. Voilà. Un petit rappel sur Witifit, mais on en a parlé. Hein. Alors, on en a parlé, puis bon, si vous voulez, voilà. Donc bon, les sujets, ça vous donne un peu ce qu'on sait faire et les segments au niveau de l'expérience collaborateur. Et on peut tout faire dans une même plateforme. C'est ça qui donne aussi sa puissance. Puis on apporte effectivement de l'analyse scientifique, des boucles vertueuses, les actions. Pareil, on les met dans la plateforme, mais on mesure leurs impacts. Donc ça, c'est important pour vous. Vous mettez une action sur du feedback, vous mettez une notion sur peut-être l'augmentation d'un certain. Vous allez voir si derrière, ça effectivement, ça donne bien l'attendu en termes d'évolution et ainsi de suite. Voilà. Et d'ailleurs, pour le coup, parce que pour le coup, c'est le message d'après, non, sur le sujet, c'est que, eh bien, ce qu'on va faire de manière vraiment exceptionnelle, parce que on vous ouvre nos livres, mais à partir du moment où vous n'êtes pas inscrit avec une adresse Gmail ou Yahoo ou La Poste ou ce que vous voulez, enfin La Poste, le service, pas l'entreprise, voilà, sur le sujet, vous allez pouvoir bénéficier de tester la plateforme vraiment en live. C'est-à-dire que vous allez pouvoir répondre. C'est complètement anonyme, on n'aura pas vos coordonnées. C'est comme pour nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, il y avait 400 personnes inscrites. Si mettons que les 400 personnes sont nativement chargées. Après, si elle veut l'utiliser, elle l'utilise. Si elle ne veut pas l'utiliser, elle ne l'utilise pas. De toute façon, tout sera détruit, etc. Et vous allez pouvoir justement travailler et voir ce qui se passe au niveau de l'interface. Si jamais vous êtes inscrit sur une adresse Gmail et que vous voulez nous donner votre adresse professionnelle pour pouvoir vous inscrire, parce qu'on veut effectivement que ce soit dans le monde professionnel, c'est pour ça qu'on demande une adresse professionnelle. On n'adresse pas ce sujet au grand public, voilà, on le met vraiment dans le monde professionnel. Mais vous pouvez toujours m'écrire et je vous intégrerai justement dans les personnes qui peuvent avoir accès à ce sujet-là. De toute façon, pas de panique, ça sera très simple pour saisir dans la plateforme. Vous allez recevoir un message. Si vous voulez utiliser ce message, vous pouvez vous inscrire. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas, bien évidemment. C'est libre d'accès sur ce sujet. Mais en tout cas, vous pourrez voir justement à quoi ça sert, quels sont les sujets, et vous pouvez vous balader justement dans la plateforme. Super. Et puis, j'ai mis le mail de Thomas dans le chat si vous voulez lui envoyer votre email professionnel. Eh bien, merci beaucoup. Merci Christophe, merci à vous tous. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline dès demain. Je te remercie Thomas et j'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.